Eh bien, je crois que toutes les cartes sont sur la table et Jean-François, tu vas avoir l'embarras du choix pour, intervenir. Je pense qu'il n'y a pas mieux placé que toi pour parler de la démocratie sanitaire issue du sida, et pas mieux que toi pour nous dire, l'écho, 30 ans plus tard, que tu en perçois à travers, la manière dont tu as été aux premières loges tout au cours de cette année covid. Ok, bon, bonsoir à tous et merci pour ce dialogue. Euh, oui, en effet, comment quelqu'un qui a consacré la plus grande partie de sa vie à la lutte contre le VIH, puis qui ensuite, avec le Comité national d'éthique, rentre dans ce que tu évoquais, Hervé, ce qu'on a vécu ensemble sur les états généraux de la bioéthique et une participation, une construction difficile, hein, mais avec les citoyens sur quelle santé voulons-nous, et puis comment on se retrouve au cœur du réacteur. Et avec cette dualité d'ailleurs de fonctions, est-ce qu'on peut être président du comité d'éthique et en même temps président d'un comité scientifique qui est proche du pouvoir, sur lequel évidemment je me suis interrogé, je me suis mis en débord du comité d'éthique, mais c'est une vraie question. Et inversement, l'éthique est au cœur de cette crise, par certains niveaux, même si elle apparaît plus ou moins, mais elle est au cœur de cette crise. Moi, je sors de cette crise avec 3 points. Le premier, est-ce que c'est la santé, finalement, au sens classique du terme en tout cas, ou même en termes d'OMS, de définition OMS, est-ce qu'elle doit primer sur tout le reste? C'est une vraie question. Certains de nos collègues se la sont posées. Est-ce qu'elle doit totalement primer sur d'autres valeurs et qui engagent évidemment des questionnements éthiques, mais pas seulement? Et est-ce que c'est une valeur totalement qui domine totalement les autres? Alors, quand on est médecin, on a tendance à dire oui. Quand on s'interroge pour le fond, on s'aperçoit que c'est probablement plus complexe. Le deuxième élément qui me pose interrogation au décours de cette crise, c'est la confiance. On sait que dans la discussion des résolutions de crise, et on y avait réfléchi dans le cadre de Reacting au sein de l'INSERM, avec une réflexion qui avait pas pu été d'ailleurs comprise il y a maintenant 7 ou 8 ans, de dire il faut qu'on construise une structure qui soit adaptée à la réaction à la réaction de la recherche à la crise. Une des questions qu'on s'était posées était évidemment, on avait mis des sciences humaines et sociales dans ce type de questionnement de recherche. Et c'était comment on essaie de conserver la confiance. Confiance entre le citoyen, le politique, QS, mais aussi entre le politique et ses scientifiques, et aussi maintenant, on le voit bien, et j'en sors de là avec une certaine difficulté, disons-le, entre le citoyen et les scientifiques eux-mêmes, où on ne sort pas indemne de cette crise et où la science ne sort pas indemne de cette crise. Et puis le troisième élément de réflexion, c'est comment c'est la gestion de l'incertitude. Et l'éthique, Anne-Marie l'a rappelé, hein, la construction même du CCNE s'est faite sur des avancées scientifiques qui interpellent ensuite un certain nombre de questions sociétales et qui posent, qui soulèvent un certain nombre de questionnements éthiques. Mais, et Jean-Bernard le disait, l'éthique commence en s'appuyant sur la bonne science. Et quand la bonne science est du sable, quand la science se construit avec des incertitudes, mais quand on y repense, hein, découvrir uniquement au mois de fin mars ou début avril que 50% des contaminations se faisaient à partir des gens qui étaient contaminés, qui étaient strictement asymptomatiques, réinterpréter, et on voit encore les questionnements finalement, on est arrivé seulement au mois de décembre à savoir sur où étaient les lieux de contamination et où on se contaminait réellement et comment on se contaminait. Pas des choses, mais vraiment des questions simples que le citoyen se pose. Où est-ce que je me contamine? Décembre, il a fallu attendre pour avoir des premiers grands data, à la fois des études de Pasteur, des études du John Hopkins, qui nous éclairent un peu et qui fassent qu'on ne soit plus sur du sable mouvant. Et donc, c'est à la fois un succès magnifique
avec plein de choses, de la science en mouvement et avec les vaccins en particulier. Et puis, pendant de nombreux mois, une science qui n'a pas avancé, une science classique au sens du terme, qui a finalement assez peu avancé. Donc, c'est 3 points d'interrogation qui m'ont vraiment et qui continuent de m'interpeller. Alors juste, et j'irai vite, je vous rassure, hein, parce que beaucoup de choses ont été dites, sur 2 points. Peut-être relation entre science et politique. Puisque, étant un peu au cœur du réacteur, je peux vous donner une impression, en tout cas, je ne vous livrerai pas de secret, mais d'impression. Cette discussion a été très bien formalisée, réfléchie, etc. Il y a des textes de Max Weber que vous connaissez qui ont dit que ces deux, non pas sciences, mais c'est à la fois la science et la vision avec le politique, et avaient finalement des visions incompatibles. Et que on pourrissait l'une par l'autre si on essayait de les mélanger. Et donc, moi, j'étais très clair là-dedans, c'est-à-dire que je pense qu'un comité scientifique qui apporte son expertise et qui tente d'éclairer un gouvernement dans des circonstances extrêmement difficiles, n'est là évidemment pas du tout pour décider. L'idée même du troisième pouvoir médical ou du troisième pouvoir scientifique, bon, est une idée des médias, hein. C'est strictement une idée des médias. On est une démocratie, on est un pouvoir politique qui décide, et qui est éclairé et qui prend ou pas, ça c'est autre chose, l'éclairage de ce que lui donne une communauté scientifique. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait un comité scientifique aussi indépendant que possible. Et comment on crée l'indépendance? C'est pas si facile que ça. On est nommé à la fois. Donc on pourrait dire vous êtes nommé. Donc vous n'êtes pas du tout indépendant. C'est faux. Vous savez qu'il n'y a pas plus indépendant que des chercheurs et que des médecins. On n'est pas dans un système hiérarchique, etc. Donc on se retrouve là. Il y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu personnel à court terme en tout cas. Et puis quand on nomme un président qui de toute façon a sa carrière derrière lui, moi, j'ai ma totale indépendance, que les choses soient bien claires. Mais c'est pas si facile. L'autre indépendance, c'est les avis. C'est les avis qui sont publics. Je vous rappelle qu'en Angleterre, où le sage, il y a de très nombreux comités scientifiques, c'est d'ailleurs intéressant de voir que malgré les différentes structures qui existent, qui sont différentes dans les différents pays, des agences sanitaires, à peu près tous les pays ont abouti à créer un comité scientifique. C'est intéressant, enfin, comme modèle. Pourquoi fallait-il créer un comité scientifique? Et en Angleterre, initialement, ils voulaient être anonymes et avoir pas du tout d'avis écrit et pas d'avis public pour le grand public. Moi, quand même, mon, 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 mon passé ne pouvait pas admettre ça et j'ai d'emblée mis sur la table qu'il fallait que les avis soient publics, mais vous avez vu qu'ils sont rendus plus ou moins rapidement par le gouvernement. Le deuxième élément qui joue un rôle dans la relation entre science et politique, c'est le temps. La notion du temps, c'est quelques heures pour les médias, c'est quelques jours pour les politiques et c'est forcément des semaines ou des mois pour les scientifiques. La pensée scientifique, l'action scientifique, l'expérience, qu'elle soit fondamentale ou plus de recherche clinique, elle prend du temps. Et ça, expliquer en fin mars qu'on aurait des résultats de grands essais qui étaient en ligne et qui ne pourraient être donnés que le mois de juillet, je vous garantis que ce n'est pas si facile que ça vis-à-vis de nos politiques. Je vous rappelle que nos politiques, par ailleurs, en France, sont quand même sur un moule à la fois le politique et la haute administration, et sur un moule qui sort de l'ENA dans sa grande majorité, qui n'a pas passé de thèse, qui ne sait pas ce que c'est que la notion du doute, entre guillemets, qui est plutôt pour une notion je dirais, de décision. Et c'est normal, c'est le rôle, après tout, du politique, et il rend des comptes après, et on est dans une démocratie pour le rendu des comptes. Mais cette notion de doute et donc de notion du temps est quelque chose qui, au départ, en tout cas, plus maintenant, mais au départ, lui échappait. Et puis, par ailleurs, il y a une autre, dans cette notion du temps, quand vous commencez à rentrer dans des modèles extrêmement complexes et où on peut arriver à avoir une vision 2 mois avant de ce qui va se passer 2 mois plus tard, mais alors même qu'il n'y a au temps zéro où on annonce ça, finalement aucun signe d'inquiétude, ou en tout cas peu de signes d'inquiétude, à la fois le politique, le citoyen et même les médias
ont du mal, ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est la différence, par exemple, entre une courbe exponentielle, hein, et puis une courbe classique d'arrivée de survenue de telle ou telle pathologie. Donc cette notion même du temps et de la notion de temps entre scientifique et politique est une notion importante. Le troisième point, j'ai commencé à l'aborder, c'est la notion du doute. La science se construit sur l'incertitude. Si on ne doute pas en science, on n'est pas un bon scientifique. Il faut évidemment, pour un médecin, il faut à un moment donné arrêter du doute et prendre une décision. Mais fondamentalement, il faut douter. Le politique, lui, n'est pas dans cette vision du doute. Il est dans une vision de la décision. Et donc, sa remise en cause sur la notion de doute est plus complexe. Et je dirais, en particulier en France, on voit bien comment, par exemple, en Allemagne, où l'immense majorité des politiques sont des docteurs et ont passé une thèse X ou Y, c'est le cas de la chancelière, par exemple, qui n'hésite pas à exprimer son doute et même à l'utiliser de façon politique. Alors, de façon récente, on a un quatrième point sur la relation entre politique et scientifique, c'est quand le politique devient un scientifique. Et là, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant qu'on ait des politiques qui lisent, qui essaient de comprendre, qui aient une grande capacité d'absorption de la littérature, avec tout ce que ça sous-entend. Mais inversement, la vision d'un homme, aussi intelligent soit-il, se heurte finalement à la capacité du ping-pong qu'il peut y avoir dans une vision scientifique, où la notion de délibération, de construction avec des avis différents et qui finalement aboutissent à la construction d'un avis possiblement commun, et pas toujours, et évidemment quelque chose que nous connaissons en science. Et c'est là où, de la même façon que les scientifiques, et si vous avez eu l'impression qu'on l'a fait, je le regrette, je suis prêt à le dire, que nous n'avons nous n'avions aucune intention, entre guillemets, de prendre un pouvoir politique et de prendre un troisième pouvoir. De la même façon, à un moment donné, le politique est là pour décider, et c'est sa fonction, et ensuite pour mener le débat démocratique et être jugé sur ses décisions. Quand il commence à rentrer dans une décision scientifique, il s'écarte dans une certaine mesure de la possibilité du débat démocratique. Alors tout ça, juste pour terminer en 2 minutes, sur évidemment l'enjeu de la démocratie en santé. Comment, après 25 ans de sida, d'une part, les états généraux de la bioéthique, comment nous n'avons pas, enfin à titre personnel, je le prends comme une forme d'échec, je vous le dis très simplement, comment la démocratie en santé n'a pas été plus au rendez-vous dans cette crise Covid. Je l'ai réclamé, le comité scientifique l'a réclamé. Dès la fin du mois de mars, on réclamait un comité citoyen. Dès le mois de mars, nous avions des réunions avec le CNCDH ou le CESE ou le CNS pour l'idée même, passer la crise, la sidération de la crise du mois de mars et du premier confinement, de construire avec les citoyens les étapes du déconfinement. Ça s'est joué à très peu de choses, très peu de choses. Et après, on a erré un peu dans cette phase de l'été, la deuxième vague est arrivée, et finalement, on aboutit à un comité citoyen qui existe maintenant et qui existe autour des vaccins. Mais vous voyez assez peu, finalement, la visibilité de leurs paroles autour des décisions de la stratégie vaccinale. Il existe, mais il est assez peu visible jusqu'à maintenant et je le regrette. Alors, je regrette évidemment cet état de choses. Deuxièmement, il faut voir où sont les torts. Probablement de la part, pour moi, cette démocratie en santé se construit avec ce triangle du citoyen, des experts et du politique. Et chacun son rôle et dans la construction qui peut se faire. Il y a probablement, j'ai demandé, par exemple, le milieu associatif a mis énormément de temps, y compris des milieux qui étaient déjà organisés, à rentrer dans la crise. J'avais connu exactement la même chose, c'est-à-dire que les crises impactent de façon extrêmement dure des milieux associatifs qui sont
qui sont déjà en situation difficile en milieu habituel et qui sont, quand arrive une crise de ce type, sont particulièrement touchés. J'avais vu la même chose au moment d'Ebola et de la crise sanitaire Ebola en Guinée, où les milieux associatifs VIH en Guinée s'étaient finalement assez peu mobilisés vis-à-vis de la crise Ebola. Il avait fallu remonter un autre tissu de concertation citoyenne, mais qui avait fini par se monter dans des délais relativement raisonnables. Alors je dirais qu'en France, c'est pas trop tard. C'est absolument pas trop tard et que c'est un enjeu majeur là maintenant. On voit bien que c'est pas trop tard puisque nous avons une troisième phase avec l'arrivée des variants dont nous ne sommes pas sortis. Les paroles présidentielles tout à l'heure, j'espère, seront, je dirais, éclairantes à cet égard pour nous mettre une direction et pour mettre une direction pour les citoyens. Et il va y avoir probablement un certain nombre de nouvelles mesures, sans rentrer dans le détail, qui elles-mêmes vont faire l'objet de sorties de ces mesures. Donc on est reparti un an plus tard, finalement, avec une possibilité de donner aux citoyens et d'avoir une véritable discussion citoyenne, comme c'est réclamé maintenant par beaucoup de gens, pour à la fois ce qui va se passer sur la période par exemple, de mai-juin, mais aussi sur la période de l'été, où on peut s'attendre à la période de l'été sur deux choses: avoir bien sûr beaucoup plus de vaccinés, c'est la vaccination qui va nous sortir de là, mais également, de nouveau, les gens étouffent littéralement, donc vont avoir envie de vivre cet été. Donc on va avoir de nouveau une circulation virale relativement importante. Donc ça se gère, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. On n'est plus dans l'extrême urgence du départ. Et donc il est encore urgent, il est encore temps, et il ne faut pas avoir uniquement un regret, mais soyons positifs en prospectif pour mettre en place des éléments de démocratie sanitaire pour les mois qui viennent. Imaginons que nous ayons par exemple un nouveau variant qui devienne plus dominant que le variant UK, avec par exemple l'apparition de variants sud-africains de façon plus importante durant l'été, une sensibilité un peu moindre des vaccins. Vous voyez bien qu'on n'est pas encore totalement sorti non plus. Autre question qui doit faire l'objet, par exemple, de questions très citoyennes. À partir du moment où il y a toute cette question autour des écoles, des enseignants, des enfants, la question de la vaccination des enfants, par exemple, pour la rentrée d'octobre et pour la rentrée de septembre. Donc, on a toute une série de grandes questions qui relèvent à la fois d'ordre scientifique, mais qui relèvent également d'ordre citoyen et qui posent, puisqu'il y a forcément des tensions qui existeront, qui posent à chaque fois un questionnement éthique. Donc, l'éthique est bien au cœur de ce débat. Je pense que je suis moins sévère, mais je l'ai vu de l'extérieur plutôt, que ce qui a été évoqué, par exemple, Anne-Marie, sur le lien avec ce qui se passe en région. En région, il y a eu des liens extrêmement forts et qui vont être très positifs là pour les mois qui viennent. Par exemple, entre le CCNE et les horaires et la CNRR, on est en train de monter avec des avis même communs qui s'appuient sur le retour des expériences en région. Et je pense qu'il va sortir quelque chose de nouveau, parce que les comités d'éthique ont été brusqués, interpellés, comme une bande d'intellectuels, comme je les appelle souvent, qui prennent le temps de réfléchir. Comment pouvaient-ils réfléchir aussi dans des délais extrêmement courts? C'est aussi une interpellation de notre nouvelle vision de l'éthique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Jean-François. Peut-être quand même encore un commentaire, c'est-à-dire que tu as parlé du triangle entre le citoyen, les scientifiques et le politique. Euh, on a peu entendu le citoyen, on a beaucoup entendu les médias. Comment expliques-tu le fait que les chaînes de télévision continuent, ont fait du battlage tous les soirs, et donc s'ils ont fait ces pseudo-débats, c'est bien qu'il y avait de l'audience, et qu'il n'y ait pas eu d'expression, quelle que soit la forme d'expression, que ce soit, parce qu'on a parlé du pouvoir, mais il y a aussi d'autres partis que ceux qui sont au pouvoir, il y a aussi d'autres formes d'expression citoyenne, il y a d'autres manières que de descendre tout casser dans la rue comme les gilets jaunes, ou de faire des manifs. Comment tu interprètes cette sidération? Tu as parlé de la sidération du milieu associatif, cette sidération de l'expression citoyenne. J'ai parlé de sidération pour la première vague et le déconfinement, où il y avait cette sidération du mois de mars et d'avril. Mais après, les choses auraient pu se remettre doucement, mais sûrement en place.
Non, je ne l'explique pas totalement. Probablement, le politique ne leur a pas tendu suffisamment la main, hein, malgré nos demandes successives et réitérées. Je pense que s'appuyer sur une vision citoyenne aurait permis de, voilà, était nécessaire et aurait permis de mieux construire. C'est encore, une fois de plus, je me mets en étant optimiste, on a encore le temps de le faire. Et après, et c'est là la très grosse différence par rapport à des pathologies, à du milieu associatif lié à une pathologie donnée. Le VIH en est un très bon exemple où il y avait quelque chose de très lié à une pathologie, dans un contexte particulier et avec un temps d'organisation du milieu associatif. Là, le Covid touche finalement, on touche tout le monde d'une part, il touche de façon plus grave et les personnes les plus âgées, les plus sévères et ayant un certain nombre de comorbidités. C'était vrai jusqu'à maintenant, ça l'est vrai moins maintenant où il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont en réanimation. Mais ce sont des individus. Ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas. Et donc, la construction de ça, est plus difficile à faire. Alors, on peut répondre qu'il y a des structures et ça a été évoqué, sur la mobilisation ou la mobilisation insuffisante d'un certain nombre d'instances régionales qui existent, du CNS, aussi du CESE, mais on a bien vu une certaine forme d'inertie, entre guillemets. Le résultat est là, je partage le diagnostic, il y a insuffisamment de démocratie sanitaire actuellement sur Covid. Mais mon message est de dire il est encore temps. Soyons actifs et Oui, il est encore temps. on a entendu ton message.